à ce sujet, nous avons également une question pour vous. Dites-nous simplement comment vous entrevoyez les positionnements à l'heure des grands regroupements politiques. Comment entrevoyez-vous les positionnements à l'heure des grands regroupements politiques? Laissez-nous vos messages, vos commentaires nous intéressent. Rejoignez-nous sur Facebook, sur Twitter ou sur WhatsApp. Utilisez le 61 19 88 88, le 61 19 88 88 et dites-nous comment vous entrevoyez les positionnements à l'heure des grands regroupements politiques. Et il en sera d'ailleurs question également dans l'instant politique de Gilles Dansou. Aujourd'hui, il recevra pour vous le vice-président du CDS Finayon qui est son invité dans l'instant politique. Ils vont parler des partis politiques à l'heure des grands regroupements et surtout des positionnements sur les listes à l'aube, bien sûr, des prochaines échéances électorales, notamment les législatives. Et vous le dites si bien, son invité d'ailleurs qui a rejoint le parti politique de son invité qui a donc rejoint le bloc progressiste. Nous allons pouvoir en parler. Et puis dans le forum de discussion, nous allons recevoir également un autre politique qui a intégré le bloc républicain. Nous allons pouvoir donc faire le débat. Et puis vous le savez, comme tous les jeudis par ici, mesdames et messieurs, nous sommes sur nos routes. Et aujourd'hui, Sénandé, nous allons apprendre quelque chose de tout particulier. Comment réussir les dépassements? Comment réussir les dépassements? C'est de cela qu'il sera question aujourd'hui. Vous le savez, ça fait partie des manœuvres les plus difficiles et puis il faut être parfois téméraire pour réussir certaines bonnes manœuvres de dépassement. Mais quelles sont les règles à respecter? Il nous en dira davantage tout à l'heure, notre moniteur d'auto-école qui va nous promener un peu sur les routes. Dans la troisième partie, on va retrouver une femme puisque c'est jeudi, c'est le Nyonou Zangbe par ici. Donc avec la femme leader du jour, nous allons découvrir une toute particulière qui est très engagée pour le consommant local et le consommant sain. Elle est manager, bien sûr, d'une start-up qui s'appelle Agrodynamique. Et puis vous parlez de jeudi, Nyonou Zangbe, ce sera le ballet des femmes par ici, puisque dans la troisième heure, juste après elle comme leader, nous allons pouvoir recevoir Priska Deou Bachabi avec Angela Peya. Il sera question notamment de l'alimentation du diabétique. 5 sur 7 matin. On y va tout de suite. Voilà, c'était à l'instant le bulletin météo, une réalisation de nos confrères de la télévision BB24 qui nous amenait découvrir la belle ville de Ouida. Oui, cette cité historique fait un tour et vous verrez combien cette ville, elle est belle. Je vous le promets, c'était dans le département notamment de l'Atlantique. La suite de 5 sur 7 matin, c'est bien le flash d'information, le condensé de l'actualité tous les jeudis. Elle est au rendez-vous. Rebecca Kendjaoundé, bonjour.
Nous sommes le 15 novembre 2018. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver dans ce flash d'information. Direction le palais des gouverneurs à Porto-Novo. Là-bas, le ministre d'État chargé du plan et du développement Abdoulaye Biotchane a présenté aux députés membres de la commission budgétaire certains projets du gouvernement. Ils sont au nombre de 197 pour un montant de plus de 425 milliards de francs CFA. Des projets dont plus de 100 sont exclusivement financés par le budget national au titre du programme d'investissement public 2019. Pour 2019, des projets majeurs pour renforcer l'action du gouvernement au titre des investissements publics vont se matérialiser. Je veux citer notamment le programme d'électrification de notre pays avec la mise en place de la turbine de 120 mégas d'électricité à Maria-Gleta. En 2019, le programme H va effectivement démarrer dès les premières semaines. La phase pilote de ce programme-là va connaître son application. Le Conseil des ministres en a parlé la semaine dernière. Politique, le directeur général de Bénin Télécom SA Gilles Rundolo s'engage officiellement aux côtés des Républicains. Ensemble avec la jeunesse de la 10e circonscription électorale, l'expert comptable de formation veut mieux défendre les idéaux de la rupture derrière le président Patrice Talon. Ni retournons à sourd, minanya ho, bon bloc républicain en Midoto Gandhi et il a le bloc républicain. Bloc et nous mina sokena. Et puis, dans le secteur éducatif, la qualité de l'enseignement préoccupe les acteurs. À la 14e réunion annuelle de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, les académiciens ont notamment échangé sur le système éducatif en République du Bénin et exploré plusieurs pistes pour un système éducatif de qualité. En effet, la qualité de la formation dispensée à tous les niveaux du système éducatif conditionne grandement la contribution des produits finis au processus du développement. C'est pourquoi l'ANSAB, l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, a initié depuis 2015 une réflexion sur le sujet dont les résultats ont été consignés dans la plaquette de la rentrée solennelle remise à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique représentant le chef de l'État. Hier, 14 novembre, c'était la journée mondiale du diabète. C'est une maladie de plus en plus fréquente. Elle peut se révéler mortelle, mais heureusement susceptible d'être prévenue. Le ministre de la Santé, le professeur Benjamin Rompati, revient sur les règles à suivre pour l'éviter. Veillez à une alimentation équilibrée en mangeant moins gras, moins sucré, moins salé et en consommant au moins 5 portions de fruits et de légumes par jour. Pratiquez une activité physique régulière, au moins 30 minutes d'exercice physique par jour, que ce soit la marche, la montée des escaliers à pied, aller à vélo, etc. Évitez la consommation de l'alcool, contrôlez régulièrement son poids, sa tension artérielle et sa glycémie à jeun. Suivre rigoureusement les conseils des professionnels de la santé. Une autre culture avec l'association culturelle Akio de Guadeloupe qui célèbre ses noces d'émeraude. C'est une association qui œuvre pour la défense de la culture africaine. Pour commémorer son 40e anniversaire, elle a refait la route des esclaves pour rappeler son identité culturelle. C'est une façon pour nous d'arriver jusqu'à la porte du non-retour en disant avec force et détermination, comme on aime à le dire en créole, nous dévirer, ce qui veut dire nous sommes de retour. Ce sera tout. Merci pour votre attention.
Rebecca Kadjaroudé, merci. On sera plus complet tout à l'heure sur l'actualité à travers la revue des titres des quotidiens qui sont parus et qui vont nous parvenir, bien sûr, pour le compte de ce jeudi 15 novembre 2018. On marque une courte pause et on vous retrouve juste après. Pour nous, le droit à la santé, c'est avoir une alimentation saine et équilibrée pour les personnes vivant avec le VIH. Pour moi, le droit à la santé, c'est mettre fin à la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Pour moi, le droit à la santé, c'est rendre disponible et faciliter l'utilisation du préservatif. Je dis merci à l'Éternel que c'est de mon vivant qu'aujourd'hui je trouve mes enfants devant moi. Ouais. Parce que nous avons l'habitude de travailler, c'est pas de faire du bruit après. De faire des hommages à voilà, titre posthume. Hommage à cravater, tout ça là. Et puis la personne ne peut plus parler là. Mais aujourd'hui je suis là devant vous. Papa wo kumare dako ko fere jiwa o. Mi se mo mi na tro nu wa itengberopo e gba firun penu gonu beneto oton soro tenu mi wa lo dagbe mi lu na zan bo beneto mi tre nu ko ganjie jo amo mi ton yesun fan bo doji ganji la ipon e fi lamenu dagbe yo ndudu abinu sisof no temeteme e do o khadele gesi lo to me fie. Retour sur ce plateau donc après cette pause. Je vous le rappelle, nous sommes bien jeudi. Vous le savez par ici, tous les jeudis, nous parlons essentiellement politique, oui politique, avec ce jour deux sujets donc au menu de notre forum de discussion. Ce nom du chef de l'État, le président Patrice Talon à l'aide à Oslo. Est-ce un repli ou un sursaut? Nous aurons le temps de décrypter. Et puis ces regroupements et positionnements dans les divers blocs politiques à la veille des prochaines élections législatives. Par rapport à ça, cette question que nous vous adressons, comment entrevoyez-vous les positionnements à l'heure des grands regroupements politiques? Comment entrevoyez-vous les positionnements à l'heure des grands regroupements politiques? Question à laquelle vous pouvez donc répondre via nos divers canaux de communication. C'est notamment Facebook, Twitter et puis WhatsApp, le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. Dites-nous comment entrevoyez-vous les positionnements à l'heure des grands regroupements politiques. Et puisque nous parlons de partis politiques, que nous dit-il, le sage? Et le sage aujourd'hui s'appelle Michel Rocard. C'est un grand homme politique français décédé en 2016. Il nous dit que les partis politiques sont des sociétés modérément sympathiques dans lesquelles il n'est pas facile de faire réfléchir. Les partis politiques sont des sociétés modérément sympathiques dans lesquelles il n'est pas facile de faire réfléchir.
Michel Rocard, et puis ça s'adresse donc à qui de droit? Tous ceux qui sont partis, qui sont membres, sympathisants, qui sont responsables de partis politiques. Les partis politiques, ce sont... Ça, il faut pouvoir le reconnaître tout de même. Hein, ce sont des sociétés oui, mais modérément sympathiques. Modérément sympathiques. Absolument. Dans lesquelles il n'est pas facile de faire réfléchir. Bon, il n'a pas dit qu'il est difficile de faire réfléchir. Il n'est pas facile. Il n'est pas facile de faire réfléchir. Bon, d'accord, d'accord. Ça se comprend, à demi-mot. Ça peut se comprendre. Nous sommes bien sûr jeudi et vous le savez, tous les jeudis, on va vous emmener promener sur nos routes. On va revisiter un peu le code de la route. Et aujourd'hui, notre moniteur d'auto-école nous apprend comment il faut réussir les dépassements. On les sale tout de suite. Et notre tout premier invité de la journée, c'est bien Constant Djenampo. Bonjour, monsieur. Bonjour, Ricardo. Vous allez bien? Très bien. Et ce matin? Ça va super bien. OK. Ça fait plaisir de vous avoir. Ah, merci. Le plaisir partagé. Monsieur Sénadé. Soyez le bienvenu, monsieur Djenampo. Bonjour, et ce matin? Ça va très bien, merci. D'accord. Alors, donc, aujourd'hui, on va apprendre à bien nous dépasser. Très bien. C'est bien cela. À bien dépasser. Ben ouais, Oui, vous avez bien commencé. À bien dépasser. Voilà. Bon, tout à l'heure, vous allez voir des images passées pour voir comment les gens dépassent à Cotonou, à Calavi. On a concocté quelques images pour vous. D'accord. Mais avant, on fait, comme il le dit, la petite piqûre de rappel. C'est ça. Comme un bon écolier. Exactement. Bien, les fois dernières, nous avons parlé des signalisations. Vous voyez, les signalisations routières. La signalisation verticale d'abord pour parler des... Non, les marquages au sol, la signalisation horizontale, pour parler des lignes, ainsi de suite. Et parmi ces lignes-là, nous avons notamment parlé de la ligne continue. Il sera question aussi aujourd'hui, puisque c'est une ligne qui interdit la manœuvre que nous voulons enseigner ce matin. Nous avons aussi parlé de la signalisation verticale, les panneaux. Il y en a aussi qui interdisent les dépassements. On a déjà fait un cas. On est d'accord? Oui, absolument. Bien. Maintenant, après les signalisations, nous connaissons les signalisations, nous allons commencer par réaliser des manœuvres. Donc aujourd'hui, nous allons voir une manœuvre très importante, compliquée, une manœuvre à risque, le dépassement. On est d'accord? Oui. Voilà. Donc, nous allons suivre comment les gens... Vous voyez celui-là? Il dépasse à droite, à gauche, dépasse n'importe comment. Voilà, lui aussi, il dépasse. Ouais. Là, il met la main, pourtant, on ne le dépasse pas à la droite, et il reprend encore n'importe comment. Notre ami, là, il dépasse aussi par la droite. Et il reprend. D'accord. Ça, c'est une chaussée à sens unique. Oui, mais sur une chaussée à double sens, c'est encore plus grave. Ça, nous sommes toujours dans le sens unique. Le sens unique, voilà. Il dépasse le camion. Il reprend aussi. Il a effectué un bon dépassement, là, non? Nous allons en parler. D'accord. Là, c'est à double sens. Oui. OK. D'accord. Maintenant, j'attends un dernier cas où, lui, il veut dépasser plusieurs véhicules à la fois. Oui. Voilà, il dépasse celui-là. Il dépasse. Est-ce que c'est possible de dépasser plusieurs véhicules? Nous allons parler de ça. D'accord. On est d'accord. Donc ça, c'est quelques dépassements que nous avons pu réaliser dans la ville de Cotonou et Calavi. Maintenant, le dépassement même. Comment ça doit être effectué? D'accord. Pour dépasser, il faut savoir qu'il y a 3 étapes à franchir. Le dépassement s'effectue en 3 étapes. Il y a avant le dépassement, ce que certains appellent aussi la phase préparatoire. Il y a le dépassement même, deuxième étape, et il y a le rabattement. Avant, pendant et après. Avant là, c'est la phase préparatoire.
On est d'accord? Bien sûr. Le dépassement même, ça c'est pendant. Et après, il y a le rabattement. On est d'accord? Ouais. Bien, nous allons parler de chaque étape. D'accord. La préparation. Pour dépasser la première des choses, le conducteur doit se demander est-ce qu'il est autorisé de dépasser là? Est-ce qu'il est autorisé de dépasser celui qu'on a devant soi? Ou bien la file de véhicule qu'on a devant soi? Donc, ça peut être indiqué par des panneaux. Nous avons étudié les panneaux de dépassement. Bien sûr. Ça peut être interdit par des lignes blanches continues. Mais en l'absence des signalisations aussi, un virage, sommet de côte, il ne faut pas dépasser à ces endroits. Donc, la toute première des choses, c'est de vérifier s'il n'est pas interdit. D'accord. Deuxième chose, à travers son rétroviseur intérieur, le conducteur doit voir derrière si quelqu'un d'autre ne veut pas entreprendre le même dépassement. On est d'accord? Et après ça, c'est devant. Il voit devant lui. Surtout que nous sommes en train d'expliquer le dépassement d'une chaussée à double sens. Devant d'abord, il voit si la circulation est libre en sens inverse. Puisque pour dépasser, il doit quitter sa droite pour aller à gauche. Pour aller sur la trajectoire des usagers venant en sens inverse. Donc il va voir si la chaussée est suffisamment libre en sens inverse. Et vous insistez sur suffisamment. Suffisamment. D'accord. On est d'accord. Ouais. Et toujours devant, il doit constater s'il y a possibilité pour lui de se rabattre rapidement. On est d'accord. Je reprends. On voit d'abord si c'est autorisé, si ce n'est pas interdit. Derrière, si quelqu'un d'autre ne veut pas dépasser. Maintenant, devant, deux choses. Devant, on voit en sens inverse si c'est suffisamment libre et s'il y a possibilité de se rabattre. On est d'accord. D'accord. J'ai dit tout à l'heure, pour dépasser, vous devez quitter votre droite pour aller à gauche. Donc, il faudrait garder le moins possible la gauche. On est d'accord. Pour cela, la cinquième condition, c'est de voir si on a suffisamment d'accélération pour vite dépasser. Il ne faut pas dépasser pendant longtemps. Vite, et on se range. Vous voyez. Alors, il est dit que quand l'autre, vous voulez dépasser celui qui est devant vous, vous devez être en mesure d'aller à plus de 60, au moins à plus de 60, à plus de 20 km à l'heure que lui. D'accord, d'accord. Au moins à 20 km à l'heure que lui. S'il est à 80 km à l'heure à peu près, vous devez être en mesure d'aller à 100 km à l'heure. Sinon, c'est un dépassement à risque. C'est très important. Et c'est des questions d'examen. Ouais. Bon, après cela, vous avertissez. On est toujours dans la phase préparatoire. Sixième chose, vous allez avertir celui que vous voulez dépasser. Le jour, vous klaxonnez. Mais la nuit, il est interdit de faire usage des avertissements sonores. Donc, vous faites des appels lumineux. Il comprend, il doit serrer sa droite pour vous faciliter le dépassement. Ça, c'est la première étape, ça. Et c'est la phase, c'est l'étape la plus importante. La phase préparatoire. La phase préparatoire. C'est quand ces 6 conditions-là sont réunies que maintenant vous allez prendre la décision de dépasser. Si une condition n'est pas réunie, on renonce au dépassement. Alors, tout ceci, ça doit durer combien de temps? Non. Pour un conducteur expérimenté, il ne se pose plus les questions. Rapidement, il voit les trucs et il prend la décision. Mais pour un débutant comme nous, je dis nous on les appelle, voilà. Parce que nous sommes à l'école. Et nous aussi. Non, vous dépassez. Donc, on le fait vite, c'est-à-dire l'apprenant doit savoir, le débutant doit savoir où il doit regarder rapidement pour dépasser. J'ai dit derrière, devant, et avant tout, s'assurer que ce n'est pas interdit. Maintenant, le dépassement même, la deuxième étape. Le dépassement, pour dépasser, je l'ai dit, vous mettez le clignotant maintenant à gauche et vous déportez à gauche. Et pendant l'étape là, il a risque d'approcher celui qu'on veut dépasser. C'est pour cela le code instruit l'écart que vous devez laisser entre celui que vous dépassez et vous-même. Si c'est un véhicule automobile, vous laissez demi-mètre. On est d'accord. Mais quand vous voulez dépasser un deux roues, un piéton, c'est plus, vous laissez 1 mètre.
entre lui et vous, puisque ces types d'usagers ne sont pas protégés. Il faut laisser plus d'écart. Maintenant, vous dépassez, vous accélérez franchement et vous dépassez. Ça, c'est la deuxième étape. Et enfin, troisième étape, pour se rabattre, il ne faut pas dépasser, comme on le dit, à queue de poisson. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas se rabattre juste après. Pour cela, avant de se rabattre, il faut être sûr d'apercevoir le véhicule dépassé à travers le rétroviseur intérieur avant de mettre le clignotant pour se ranger. Voilà. D'accord. À C'est les travers trois le rétroviseur intérieur. intérieur. S'il apparaît, ça veut dire que suffisamment vous l'avez laissé derrière, vous pouvez. Mais malheureusement, on constate que juste après le dépassement, les gens se rabattent. Ça, on appelle ça dépasser à queue de poisson. Et il a risque de télescopage. Voilà. Voilà. Mais quand vous faites des jeux lumineux et que la personne ne veut pas vous céder le passage, ou quand en journée vous klaxonnez et que la personne ne veut pas vous laisser, ne veut pas se laisser dépasser, qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions? Ben c'est dangereux de ne pas vouloir accepter qu'on... Parce qu'il y a certaines personnes qui le font. Oui, exactement. Mais ce n'est pas du tout bon. À condition que le dépassement n'est pas régulier. Si vous voulez dépasser et celui qui est devant vous constate que, attention, il y a quelqu'un qui vient ou bien il y a un virage, il y a une menace, il peut refuser de le dépasser. Il peut même mettre son clignotant à gauche pour vous interdire de dépasser. Mais si ce n'est pas ça, et le dépassement que vous voulez effectuer est régulier, il n'est pas question que l'on ne pas céder le passage, ne pas serrer la droite pour dépasser. D'accord. On est d'accord? D'accord. Bien. Maintenant, est-ce qu'on peut dépasser plusieurs véhicules? Voilà. À la fois. Oui. Très bien. À quelle position? À quelle position? Très bien. Le code l'admet. Ah bon? Oui, ce n'est pas interdit, je veux dire. On est d'accord. Mais il faut prendre des précautions complémentaires. Lesquelles précautions? Voilà. À part tout ce que j'ai dit là, vous devez être en mesure de dépasser toute la file ou tout au moins être sûr de se ranger entre deux des véhicules que vous voulez dépasser, entre deux véhicules, en cas de questionnaire. Vous comprenez ce que je dis? Absolument. Et je profite pour dire aux conducteurs des camions, des titans, ceux-là qui, très bien, les gros porteurs, voilà, qui circulent en convoi. En principe, deux conducteurs de camions qui se suivent à la même vitesse doivent laisser entre eux un intervalle d'au moins 50 mètres. 50 mètres. Ce que malheureusement, ils ne font pas. Vous comprenez? Ils doivent laisser l'intervalle là pour permettre le dépassement des véhicules. Pour ne pas dépasser les deux camions, les trois camions, au moins la possibilité pour le véhicule léger de se ranger entre l'intervalle. Donc c'est très important, mais nos camionneurs ne respectent pas généralement la distance là. Est-ce qu'ils connaissent? Mais nous on l'enseigne, mais l'application c'est ça qui fait. Maintenant, je dis, il faut être en mesure d'être sûr de dépasser les deux à la fois, ou bien être en mesure de se rabattre entre les véhicules. Et deuxièmement, il faut garder le clignotant tout au long du dépassement. Donc, on peut dépasser une file de véhicules, mais voilà les conditions complémentaires à respecter. On est d'accord. Mais je dois encore insister sur quelque chose. Quand vous voulez dépasser, et il a doute, est-ce que je vais dépasser ou bien je vais attendre un peu? Il faut se retenir. Il faut se renoncer. C'est très, très important. Quand le dépassement présente un doute, on ne le fait pas. On renonce à ça. Il n'a pas de choix. D'accord. Mais dites-nous concrètement, on dépasse par la droite ou par la gauche? Très bien. Concrètement, en général, le dépassement se fait par la gauche. En général. Gauche. On demande partout à l'examen du code de la route si on peut dépasser par la droite. Voilà. Nous avons des questions comme ça dans notre manuel d'examen au Bénin et partout. Est-ce qu'on peut dépasser par la droite? C'est ça, non? Oui. Oui et non. Comment? Voilà. On peut dépasser par la droite
seulement si celui que l'on veut dépasser là, s'il a son intention d'aller à gauche. Et il se positionne avec son clientèle au milieu, là, vous pouvez le dépasser par la droite. La plupart du temps, sur une route, on Justement, dépasse par la droite. Tout à l'heure, vous avez vu. on a vu l'exemple Très bien. le camion, là. Ouais. Les gens dépassent partout où ils veulent. Ce n'est pas bon. Est-ce que ce camion, il a le droit aussi de rouler Merci, c'est très bien. Même sur une chaussée à sens unique, camion, véhicule léger, quand vous ne dépassez pas, et quand vous ne voulez pas tourner à gauche, vous devez circuler à votre droite. À votre droite. Ouais, Voilà, le camion, ce camion-là. voilà, le camion là, ouais, il est à gauche. C'est exactement. Il n'est pas à sa place. Donc le camion devrait être de l'autre côté. À droite. Et l'autre doit dépasser par la gauche. Si vous, je dis bien, si vous ne tournez pas. Ça veut dire que tout le Parce monde que là, conduit mal maintenant, après. il n'a pas mis le clientant, il n'a rien Et, fait. voilà, il circule tranquillement à gauche. gauche. Même sur le boulevard, comme c'est à sens unique, les gens se permettent de circuler à gauche. Non. Le code instruit, on circule à sa droite. À sa droite. Toujours. Ça s'observe surtout sur l'axe Cotonou-Porto Novo. C'est à sens unique, les gens circulent. Exactement. Ils vont à gauche. Vous allez dépasser seulement à gauche. Donc j'ai dit, on ne dépasse pas la droite quand l'autre veut tourner à gauche. Sinon, on roule normalement à gauche. À droite. On roule à droite et on dépasse par la gauche. D'accord. On circule normalement par la droite. Par la droite. Quand on ne dépasse pas, même sur une chaussée à sens unique, on circule à droite. On circule à droite. Et pour dépasser, vous dépassez par la gauche. Et après, vous rangez à droite. Et ainsi de suite. Tout le monde conduit mal à Cotonou. C'est pourquoi j'ai concocté ces images-là. Ils dépassent à droite. Et si c'est possible, ils vont dépasser certains par la gauche et après par la droite. Et il est dit aussi par le code instruit que celui qui est à gauche et qui veut dépasser là, il circule et après il peut toujours revenir à droite. Sans précaution. Voilà. Quand même le... Ouais. Il lui faisait la même. Enfin, bon, qui veut se ranger et lui dépasse. C'est vrai que ça, c'est un autre drame ici, hein, la main. La main, les pieds comme clientèle. Quand vous ne faites pas la main, c'est que vous n'avez pas fait clientèle. Et encore, pire encore, quand les aimants des bagages... ils vous font le pied. Et le clientèle, c'est le pied. C'est le pied. Nous ne pouvons pas laisser le guidon, c'est le pied. Malheureusement, nous avons... Donc, on retient qu'on roule à droite et on dépasse par la gauche. On Même roule si à c'est droite. sens unique, on roule à droite. Okay. Et on dépasse à gauche. À gauche. Et une fois le dépassement terminé, on se rabat à droite. Mais je dis, on peut aussi dépasser par la droite. Bien sûr. Mais ça, là, il faut que l'autre signale son intention d'aller à gauche. D'accord. Partout, c'est des questions de dépassement. On vous demande si on peut dépasser par la droite, si la circulation est à sens unique. Même à sens unique, on ne dépasse pas par la droite. Okay. D'accord. De toutes les façons, c'est... Donc, ça, c'est le dépassement, ça. Donc, nous allons, après, la semaine prochaine, parler des cas où on ne doit pas effectuer le dépassement. Les cas d'interdiction. Quand est-ce qu'on ne doit pas effectuer le dépassement? Et quand est-ce que le dépassement est autorisé? D'accord. Voilà. Et puis après ça, on verra aussi. Parce que souvent, les trois étapes. Maintenant, j'ai dit trois étapes, mais il y a trois manœuvres. C'est-à-dire, il y a le contrôle, il y a l'avertissement et le débattement. D'accord. Mais là, à l'examen, on vous demande dans quel ordre on fait ces trois opérations. J'ai dit contrôle, avertissement et débattement. Est-ce que on se débat d'abord? Non. Est-ce qu'on avertit d'abord? Non. À l'examen, lorsque la question est posée, il faut le contrôle d'abord. C'est la première des choses. C'est la première des choses. Donc, on contrôle si c'est possible. C'est après le contrôle que vous avertissez. Donc, il a averti et enfin, on se déboîte. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, contrôler, avertir et déboîter après.
C'est vrai que la plupart du temps, enfin, ça va, je suis persuadé qu'on le verra également par la suite, lorsque l'on évoque les dépassements, on les accompagne souvent des croisements. Ah, tout à fait. Nous sommes maintenant résolument sur la route maintenant. Ouais. C'est les manuels que nous allons expliquer. Et j'ai dit, c'est la toute première. Ouais. Là, ça, c'est le dépassement. D'accord. Et à l'entame, je veux dire que c'est la manœuvre à risque. Oui. C'est pourquoi on a commencé par ici. Nous allons parler absolument du croisement. Après avoir expliqué les cas d'interdiction de dépassement, c'est le croisement, puisque le croisement pose encore de problèmes. Ouais. Et après le croisement, nous allons parler aussi des stationnements, puisque les gens abusement, car les véhicules n'importe comment. C'est vrai qu'on en a vu sur quelques-unes des images que vous avez rapportées là. Alors qu'on ne devrait pas garer. Non, en fait, c'est que les gars, ils conduisent mal à Cotonou, quoi. Franchement. Le dépassement est dangereux. Ouais. Puisque en cas d'erreur, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Ouais. Ça ne pardonne L'accident pas. est là juste à côté. Les véhicules qui vont entrechoquer là. Et parfois, ils ne mettent même pas leur ceinture de sécurité. Irrécupérables. Il y en a plein sur les chaussées, on les voit qui sont cabossés complètement. Irrécupérables. Parfois, ils ne mettent pas leur ceinture de sécurité, ils roulent n'importe comment. La nuit, pour dépasser, parce que, voilà, là aussi, j'ai oublié l'aspect là. Quand vous dépassez quelqu'un, vous mettez d'abord en feu de croisement derrière lui. Et quand vous dépassez, vous êtes à sa hauteur, pour mettre votre feu de route la nuit, pour bien voir. Mais celui-là, dès que vous vous rabattez devant lui, il doit, lui, se remettre en feu de croisement. Ça, c'est aussi quelque chose à voir. La nuit, les gars, ils vous mettent les phares dans les yeux, vous ne voyez pas. C'est terrible. D'accord. Okay. Merci beaucoup, mon cher Constant Djanoko. Merci d'être venu. Vous êtes moniteur d'auto-école et directeur de l'auto-école Le Progrès. C'est à Mélentin. Merci. Merci à vous. Et bonne route. Bonne route. Merci beaucoup. Merci. Allez, bonne journée. Nous sommes bien sûr. Dépassez bien. Ne vous inquiétez, je dépasse toujours bien. Ça, je vois, on dépasse bien. Pas la gauche. La gauche et non pas la droite. Allez, nous sommes jeudi, vous le savez bien sûr, comme tous les autres jeudis. Nous en venons maintenant à l'instant politique. Aujourd'hui, nous vous parlons des partis politiques à l'heure des grands regroupements et des positionnements. Gilles Dansou reçoit pour vous Dr Isidore Ouedo. Il est le vice-président du CDS Finayon. Voilà, nous sommes jeudi, vous le savez, tous les jeudis, nous parlons essentiellement politique. Instant politique de ce jour, nous parlons des partis politiques à l'heure des grands regroupements et des positionnements. Et à cet effet, Gilles Dansou reçoit donc le vice-président du CDS Finayon, le docteur Isidore Ouedo. Gilles Dansou, bonjour. Bonjour, bonjour Serge. Bonjour Gilles. Docteur Isidore Ouedo, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes le vice-président du parti CDS Finayon. Votre dernier congrès a donné des orientations claires. Vous rejoignez le bloc progressiste. Est-ce qu'il faut continuer par parler de CDS Finayon aujourd'hui? Merci beaucoup. Bonjour, chers amis. Bonjour, téléspectateurs et téléspectatrices. Non, je crois que le CDS Finayon, comme vous l'avez dit lors de son dernier congrès extraordinaire, a fusionné avec l'Union progressiste. Donc, le CDS Finayon, juridiquement, n'existe plus comme parti politique. Le CDS Finayon perd ses attributs, son logo, son hymne, au profit donc de l'Union progressiste. Mais le CDS Finayon continue d'exister par ses idéaux, par ses valeurs, par ses valeurs. Vous avez parlé de fusion tout à l'heure. Oui, naturellement. Les valeurs ne disparaissent pas. Les valeurs de solidarité, les valeurs de fraternité, les idéaux donc sont reversés donc au profit de l'Union progressiste. Donc le CDS Finayon juridiquement n'existe plus comme parti politique, mais continue d'exister à travers ses idéaux et ses valeurs fondamentales. Le CDS Finayon est beaucoup plus présent dans la 24e circonscription électorale, une circonscription qui est un peu dure. C'est vrai que dans toutes les circonscriptions, cela s'observe aujourd'hui. Nous avons reçu à cette même place, jeudi dernier, l'honorable Benoît Degla qui a évoqué la même question. Et la question du positionnement, surtout au niveau du parti CDS, au niveau du bloc progressiste, quelles sont les concessions que votre parti est prêt à faire aujourd'hui? Bon, merci beaucoup, mais je voudrais vous dire que les questions de positionnement
ne sont pas encore à l'ordre du jour à l'Union progressiste. Nous sommes à quelques mois des législatives. Absolument, c'est des questions qui vont ressurgir après le Congrès. C'est vrai, il y a des comités qui sont en train de travailler pour la bonne organisation donc, du Congrès. Et je profite de l'occasion pour remercier les membres du comité présidentiel qui sont actuellement en train de diriger l'Union progressiste pour éviter les questions qui peuvent fâcher. C'est des questions qui vont revenir naturellement après le Congrès. Mais actuellement, au niveau du bloc progressiste, on ne parle pas des questions de positionnement. Vous n'en parlez pas ou vous évitez d'en parler? Quand vous voulez, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Mais il faut qu'on en parle pour faire nous sommes en train d'aller à l'union. À l'union. On vient dans un mariage, vous devez apprendre à vivre un peu ensemble. Nous sommes encore à l'apprentissage. Et mieux encore, l'union n'est pas encore consacrée. Donc c'est après l'union qu'on va maintenant commencer à parler des questions fondamentales, à savoir la question de positionnement. Ça va venir, mais ça va venir après naturellement. Concrètement, l'honorable Akenatonde, si vous permettez, Serge, qui est le président du CDS Finayon, serait-il prêt aujourd'hui à céder son fauteuil à un jeune ou à un autre membre du parti pour qu'on le positionne pour les législatives qui arrivent? Non, le débat n'est pas encore là. Ben, il faut qu'on en parle. Non, le débat n'est pas encore là. C'est un exemple. Je dis, on va commencer à en parler après le Congrès. Attendons le Congrès, et après le Congrès, je crois que dans les statuts donc, de l'Union progressiste, il y a des organes qui sont prévus pour se charger donc, de ces questions-là. Donc attendons donc, le Congrès pour que ces questions commencent. Donc vous n'avez fait aucun choix, vous n'avez pas de questions préjudicielles, rien du tout, vous y allez comme ça. C'est une fusion, oui. Après le Congrès, il y a des organes sont prévus pour débattre de ces questions. Et naturellement, pour en débattre, et pour des candidats à la candidature, il y a certainement des conditions. Le CDS Finayon n'est pas allé à l'Union progressiste les mains vides. Vous savez, le CDS Finayon a un député à l'Assemblée. Qu'est-ce que vous y apportez? À des conseillers. À plus de 450 élus locaux. Donc le CDS Finayon n'est pas allé à l'Union progressiste les mains vides. Vous devez avoir, c'est sûr, à coup sûr, des exigences. Pour le moment, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Nous travaillons pour la réussite donc, du congrès de l'Union progressiste. Mais le congrès, vous le savez, il aura lieu. Et puis, ça là, vous n'êtes pas les seuls là-dedans. Maintenant, comment est-ce que vous entrevoyez les choses, par exemple, si vous voulez qu'on retourne la question autrement? Comment entrevoyez-vous les choses? Non, de toutes les façons, on travaille pour que le congrès soit une réussite, d'abord. Dans les statuts donc, de l'Union progressiste. Le congrès, il sera une réussite, forcément. Ça n'est pas. Les membres seront là, vous allez faire les formalités comme d'habitude. Oui, justement. On va poser les signatures. Après ça, je disais tantôt qu'après ça, il y a des organes qui sont prévus pour connaître donc des questions de positionnement. Aujourd'hui, il y a un comité qui travaille, comité de 4 politiques, pour analyser les forces et faiblesses de chaque membre de l'Union progressiste. Dans sa circonscription, dans son commune, dans les différents arrondissements. Ce comité est en train de faire un travail scientifique. Et naturellement, c'est un travail que ce comité va reverser à l'organe prévu dans l'Union progressiste pour connaître donc de ces questions. Donc, les questions de positionnement, qui va occuper telle position, qui va être à telle place, vraiment, c'est des questions qui ne sont pas encore à l'ordre du jour au niveau de l'Union progressiste. Et ces questions seront à l'ordre du jour quand? Oui, après le Congrès. On attend le Congrès. D'accord. Et là, les organes j'espère juste de ne pas vous retrouver ici d'ici 3 semaines seulement. Vous voyez comment l'Union progressiste travaille. Il n'y a même pas de rumeurs de défection ou de mécontents parce qu'on a parlé de positionnement. Pas du tout. Peut-être que vous ne communiquez pas là-dessus. Est-ce que vous en avez entendu parler ailleurs? Pas du tout. Bon. Pas du tout. Apparemment, vous avez fait un saut dans le vide puisque vous-même, vous n'êtes pas encore sûr des positionnements et tout. Vous ne voulez pas en parler. Vous mettez cela sous le boisseau. C'est un saut dans le vide et vos militants ne devraient pas vous faire confiance pour ça. Non, pas du tout. Même la manière dont nous sommes allés à l'Union progressiste, c'est pas que le CDS Finayon, les membres du bureau politique sont restés dans les 4 murs pour dire bon, nous allons à l'Union progressiste. Non. Lorsque les questions de blocs ont commencé à se poser, il y avait 3 blocs au départ. Il y avait le bloc de dynamique unitaire, l'Union progressiste et le PRD. Le bureau politique s'est réuni pour analyser, pour voir vers quel bloc le CDS Finayon doit partir. Le bureau politique a fait le débat. Après, nous sommes descendus
au niveau donc de nos élus locaux et des conseillers. Le débat a été fait. Après, nous sommes descendus au niveau de la population, à Kovès, Zandiana, Weki, Zakbota, pour poser le problème. Donc, c'est de façon presque unanime que les militants à la base ont décidé à ce que le CDS Finayon aille donc au bloc progressiste. Le CDS Finayon a un député à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et la mandature en cours va finir très bientôt. Et quel est le bilan que vous pouvez faire aux populations aujourd'hui? Bon, vous voulez parler du bilan du député CDS ou bien vous voulez parler du bilan du député CDS? Parce que vos militants ont mandaté un député à l'Assemblée nationale. Quel bilan il peut présenter aujourd'hui? Bon, vous savez bien avec moi que le bilan d'un député, c'est de faire le point, de faire la reddition des comptes par rapport à l'ensemble des textes votés. Ça se fait? Absolument, ça se fait au niveau du CDS. Et parlez-nous vous nous suivez bien? Parlez-nous un peu de ça. Vous dites? La reddition des comptes. Oui, la reddition des comptes, mais vous avez vu tout ce que les députés de la 7e législature ont voté comme textes fondamentaux, comme loi concernant la charte des partis, qui est en train de bouillonner aujourd'hui la vie politique et les différents regroupements. Et vous savez, la loi sur l'habitation des bails, je crois que ça a été l'initiative du député Akena Tondé qui descend régulièrement pour faire une réduction de comptes à ses mandants. Donc, il participe, et mieux, il est président de groupe parlementaire au niveau donc, de l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est pas un député lambda. Il accompagne suffisamment donc, le gouvernement à travers l'ensemble des tests, l'ensemble des lois, et dans le cadre donc, des réformes au niveau de tous les secteurs. Les populations ont bénéficié de quoi concrètement par rapport à la présence de l'honorable Akena Tondé au Parlement? Est-ce qu'il y a eu des actions concrètes sur le terrain? Qu'est-ce qu'il a fait aux populations? Donc vous êtes d'accord avec moi. Je disais tantôt que le rôle d'un député est bien connu. Le rôle d'un député, ce n'est pas d'aller construire des écoles, ce n'est pas d'aller faire des infrastructures. Il en a suffisamment fait lorsqu'il était à l'exécutif. Et je disais tantôt, étant donné qu'il est à l'Assemblée, c'est de contrôler l'action du gouvernement et de voter des textes, de prendre des lois, des projets de loi ou des propositions de loi, et des propositions qui peuvent émaner des députés ou des projets qui peuvent venir donc de l'exécutif. Et je vous dis, en tant que président de groupe parlementaire de la majorité parlementaire, il a suffisamment accompagné donc le chef de l'État dans le cadre des différentes lois, dans le cadre des réformes. Okay. Les leaders politiques de la mouvance présidentielle de la 24e circonscription électorale sont connus, les leaders sont connus, que ce soit à Kobe, à Zanyarando, à Ouiri, etc. Vous qui soutenez les actions du chef de l'État, vous les leaders, est-ce que vous voyez, est-ce que vous parlez, vous regardez dans la même direction ou bien il y a des dissensions à votre sein? Parlez-nous de manière très franche. Non, il ne peut pas avoir de dissensions, ce n'est pas possible. Le bloc de la majorité parlementaire, qui est composé de l'ensemble des députés qui soutiennent l'action du chef de l'État, ils ont des regroupements, ils se voient à l'Assemblée, ils se voient ailleurs pour parler d'une même voix. Donc ce n'est pas qu'il y a de dissension entre, d'autant plus que c'est des députés soutenant les actions du chef de l'État. Il n'y a pas à se regarder en signe de faïence. Ils se retrouvent à des instances, ils se retrouvent à l'Assemblée lorsqu'il va y avoir vote d'une loi, proposition ou projet de loi. Non, en fait, je parle beaucoup plus des élections qui pointent à l'horizon. Oui. Est-ce que ces élections ne risquent pas d'amener des dissensions en leur sein? Non, pas de dissensions. Pas de dissensions, puisque vous soutenez, c'est des enfants d'un même père. Des enfants d'un même père. Et le père, je vois l'équilibrisme, ne favorise pas un enfant au détriment de l'autre. Alors que vous soyez dans un bloc A ou dans un bloc B, le père de famille, il est là, il gère tout le monde, il donne les mêmes droits à tout le monde, il exige les mêmes devoirs de tout le monde, personne n'est frustré. Mais seulement qu'ici, on est en politique. Absolument, c'est sûr que lors des élections... C'est pas la même chose qu'une famille biologique. Bien sûr, c'est vrai, c'est vrai. Parce que c'est hétéroclite, et cela vous le savez, même le bloc auquel vous appartenez, c'est un peu tout des idéaux qui parfois ne vont pas ensemble, mais on s'y retrouve parce qu'on est obligé. Absolument, je suis d'accord. Je suis sûr que, je suis certain que lors des élections, que vous soyez du bloc progressiste ou du bloc républicain, d'ailleurs, vont se tapoter, vont se tacler. Maintenant, le problème est que
que vous soyez d'un bloc A ou du bloc B, c'est que vous irez défendre les actions du chef de l'État sur le terrain. Et c'est ça le problème. Vous irez parler du PAG sur le terrain. Vous irez parler des actions du chef de l'État sur le terrain. C'est vrai, vous allez vous tapoter, vous allez vous tacler, mais après vous allez vous retrouver. Ce n'est plus comme avant, c'est la mouvance, c'est l'opposition, et puis c'est acharné. Actuellement, ce n'est pas le cas. Donc, les députés de la 24e du bloc progressiste et les députés du second bloc, des républicains. Absolument, il n'y a pas la guerre, ce n'est pas la guerre tranchée. Donc vous voyez, vous échangez, il y a un cadre il y a un cadre de concertation au niveau des députés du bloc de la majorité parlementaire. Et il y a un cadre de concertation au niveau des députés de la majorité parlementaire. À plus forte raison au niveau donc des membres de chaque entité composant donc les Parlons maintenant de l'opposition dans la 24e. Quelle taille, quel poids ou quelle considération avez-vous à l'opposition? À l'opposition? L'opposition? Non, de toute façon, il faut minimiser aucune force. C'est vrai, l'opposition est en train de prendre des contacts. Nous voyons l'opposition sortir, aller faire des concertations à Kétou, un peu partout. Mais on ne les voit pas sortir les armes convenablement comme cela se doit. Ils se préparent certainement. Bon, certainement, qu'ils sont en train d'affûter les armes autrement. Mais pour le moment, on ne les sent pas du tout donc, sur le terrain de la 24e. Est-ce que cela vous rassure? Est-ce que vous avez des appréhensions? Par rapport à leur stratégie? Pas du tout, on n'a pas des appréhensions. De toutes les façons, ceux qui sont dans le bloc progressiste sont des stratèges fins. Et ils sont en train d'affûter leurs armes. C'est des vieux routiniers. Il y a aussi des stratèges au sein de l'opposition. Au niveau de la 24e? Oui. Bon, de toutes les façons, attendons voir. Est-ce que le fait de rejoindre un bloc et au détriment de l'autre, si je puis m'exprimer ainsi, ne participe pas à une certaine guerre de leadership? Parce que si je prends la 24e, il y a des dissensions. Si je prends le CDS Finaillon, il y a des gens qui sont partis du CDS Finaillon et qui observent aujourd'hui. Et quand vous rejoignez les progressistes, ils préfèrent aller du côté des républicains. Est-ce que ce n'est pas une guerre de positionnement qui s'annonce aussi? Les gens partis du CDS Finaillon? Bon, moi, je vois pas. Hein. Le CDS Finaillon, c'est un parti qui est quand même bien organisé, qui joue convenablement son rôle. Bon, des gens partis du CDS, je n'en connais pas trop. De toutes les façons, le CDS Finaillon n'a pas fait des calculs politiciens pour aller adhérer au bloc progressiste. Pas du tout. La preuve est que le président Akhenaton Attondé fait partie des 11 premiers députés qui ont signé donc l'accord avec l'Union progressiste. Aujourd'hui, l'Union progressiste compte plus de 37 députés. Plus de 37 députés. Donc, il n'y a pas eu de calcul politicien. Le schéma a été tracé, la méthodologie a été utilisée. Les militants à la base ont souhaité très tôt que le CDS Finaillon aille à l'Union progressiste. Et très rapidement, le CDS Finaillon est allé signer donc sa fusion avec l'Union progressiste. Il fait partie des 11 premiers députés. Aujourd'hui, il en compte 37, avec 39 maires et 16 ministres sur 21. Donc, c'est le bloc le plus solide. Si je peux le dire. Les républicains vous diront qu'ils sont aussi solides. Mais je vous dis qu'au niveau du bloc progressiste, nous avons aujourd'hui 37 députés sur les 83. 16 ministres sur la vingtaine. Et 39 maires sur les 77. Mais le reste, c'est à partager entre les autres blocs. C'est à partager entre les autres blocs. Donc aujourd'hui, moi je peux dire sans risque important de me tromper que le bloc progressiste est le bloc le plus solide. Docteur Isidore Mouyado, vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, vice-président de CDS Finaillon. Votre parti politique, le CDS Finaillon, à coup sûr a rejoint le bloc progressiste pour les législatives qui s'annoncent. Est-ce que dans le même temps, vous réfléchissez par rapport à 2021? Non, ce n'est pas encore à l'heure du jour. Nous avons d'abord 2019, nous avons 2019, nous avons 2020, et à 2021. Comment on va laisser tout ça là commencer? On ne réfléchit même pas encore à 2019. Et comment on va réfléchir à 2020? 2019, on va commencer à réfléchir après le congrès. Non, nous sommes en congrès, mais il faut aller de façon méthodique. Nous sommes en politique, c'est pourquoi il faut même aller de façon méthodique.
En 2019, il y a une échéance. On n'en parle même pas encore. On attend d'abord le congrès. 2020, il y a les élections communales. Donc vous êtes habité par l'esprit du groupe. L'esprit du groupe et la méthode. L'esprit du groupe et la méthode. On va pas parler de 2021 en 2018, alors qu'en 2019 et 20, ce n'est pas un vide électoral. Il y a des élections qui sont là. Mais nous sommes en train d'aller de façon méthodique. Vous n'avez pas peur d'être en retard sur les autres? Parce que les autres, il faut être proactif. Et ça, vous le savez, je ne vous apprends rien. Je vais vous dire quelque chose. Avant ce congrès, au niveau du bloc progressiste, il y a beaucoup de comités qui travaillent sur différentes questions. Ce n'est pas qu'on est en retard, on a croisé les bras, non, mais c'est méthodique. Ce qui est en train d'être fait au niveau de l'Union progressiste, c'est méthodique. Nous n'allons pas dévoiler les stratégies que nous sommes en train de mettre en place sur le plateau de télévision. Voilà, docteur, nous sommes pratiquement au thème de cet entretien. Un mot à l'endroit de tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup. Je voudrais remercier vous, journalistes, pour l'invitation, remercier les téléspectateurs et téléspectatrices pour dire que nous n'allons que remercier le chef de l'État par rapport à ces réformes fondamentales. Parce que vous savez, il y a de cela quelques mois, le Bénin comptait plus de 240 partis politiques. Mais il a fallu la loi sur les lois sur la charte des partis et le code électoral pour qu'aujourd'hui les partis s'assemblent. Et je voudrais dire que ça a été toujours les vœux des anciens présidents. Vous savez, depuis le renouveau démocratique, avec le président Soglo, nous avons parlé de la ARB, où on disait tout le monde de venir donc dans la ARB. Dès que le président Soglo a quitté le pouvoir, ça s'est effrité. Paix à son âme, le président Kérékou est arrivé, a prôné l'UBF, a demandé à ce qu'il y ait un grand regroupement de tous les partis politiques. Mais après le pouvoir, après le départ de Kérékou, l'UBF s'est effrité. Il en a de même pour le président Yahibouni. Quand il était là, il a dit « Je veux le grand regroupement des partis politiques ». Il y a eu l'UBF, il y a eu les FCBE, Force Cori pour un béné émergent. Mais depuis qu'il a quitté le pouvoir, les FCBE sont devenus quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le président sont encore là. Mais de 35 députés pour la 7e législature, ils sont actuellement à combien de députés? À peine une dizaine. De 35 députés, à peine une dizaine. C'est beaucoup tout de même. Oui, mais ça dit qu'on est en train de voir, en principe, ça ne doit pas s'effriter. Ouais. Mais vous voyez, donc le président Talon est en train de mettre en œuvre l'un des souhaits les plus chers aux anciens présidents de la République. Parce qu'ils n'avaient pas formalisé les regroupements. C'était leur souhait, c'était leur vœu. Mais d'autant plus qu'il n'y avait pas de thèse, il n'y avait pas donc de formalisation. Dès qu'ils quittent le pouvoir, alors les regroupements s'effritent. Les regroupements s'effritent. Maintenant, il y a des lois qui sont votées dans ce sens. Il y a des lois qui sont votées dans ce sens. Donc nous ne pouvons que remercier le chef de l'État qui est en train de réaliser l'un des vœux les plus chers aux différents présidents donc, de la République. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Dr Isidore Onwedo. On vous retrouvera tout à l'heure. On l'avait annoncé à l'entame. On vous retrouvera également tout à l'heure au forum de discussion avec d'autres aussi. Gilles, merci. On vous retrouve aussi tout à l'heure. Merci. Allez, à tout à l'heure, puisque chez nous, il est déjà 7 heures. C'est l'heure du bulletin, vous le savez. Ça va être aujourd'hui une présentation de Christelle Tongolo. Il est déjà 7 heures par ici. 7 heures, c'est bien l'heure du bulletin de l'information ce 5 sur 7 matin, vous le savez. Et ce jour, c'est une présentation de Christelle Ediacho-Tongodo. Bonjour. Bonjour Ricardo, bonjour Serge. Bonjour Christelle. Bonjour à tous. 197 projets pour un montant de plus de 425 milliards de francs et plus de 100 projets exclusivement financés par le budget national au titre du programme d'investissement public 2019. C'est ce que le ministre d'État est allé présenter aux députés membres de la commission budgétaire. Abdoulaye Biotchane revient en détail sur quelques projets. Au total, le
projet de PIP gestion 2019 comporte 197 projets pour un montant total de 425 milliards. Le budget national, c'est-à-dire nos propres ressources, contribue à hauteur de 194 milliards, alors que nous espérons de nos partenaires étrangers 231 milliards donc pour le financement de 92 projets. Pour l'année 2019, nous atteindrons une vitesse de croisière dans la mise en œuvre et la réalisation de certains des autres projets. Il s'agit notamment des projets phares dans les secteurs clés comme l'eau, l'électricité, les infrastructures et l'environnement.